Salut à toutes et à tous, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi soir pour vous partager l'épisode 5 de notre format Nos jeux testés décortiqués. Et dans ce format, on analyse nos anciens jeux hyper casual qu'on avait pu créer, qu'on a pu tester sur le marché. En l'occurrence, dans ce format 5, j'ai décidé de faire un bond en arrière et de revenir il y a un peu plus de 2 ans, en mars 2018, où on testait deux premiers concepts hyper casual. On avait déjà fait un peu quand même par le passé, avec des projets mid-core aussi. Donc c'était vraiment une phase où on avait décidé de pivoter pour faire que de l'hyper casual. C'était nos deux premiers concepts hyper casu qu'on faisait à ce moment-là. C'était le jeu Ring Shot à gauche et le jeu Jump Spinner à droite qu'on a fait en début 2018. Ça va être un bon retour en arrière. C'est des jeux qui sont moins aboutis, moins polis, il y a moins de contenu, moins de metagame, moins de méta-feature, moins de profondeur dans le gameplay que dans le jeu récent. Mais je voulais te partager les datas qu'on avait pu avoir à l'époque et te partager comment on a vraiment commencé dans cette industrie hyper casu avec ces deux projets, même si on avait déjà fait des jeux par le passé qui étaient parfois hyper casu et parfois plutôt mid-core. Mais voilà, en tout cas à partir de ce moment-là, on a décidé de faire que de l'hyper casu. C'était il y a 2 ans. Et donc dans cette vidéo, je vais d'abord te partager dans une première partie les enjeux techniques, ce qu'on a pu faire sur chacun des projets, et dans une seconde partie de la vidéo, je vais partager les résultats des tests qu'on a pu avoir lors des tests d'acquisition, à savoir un test CPI, où on va obtenir quelques téléchargements, 1000 en général, pour obtenir les chiffres de rétention que je vais te partager en fin de vidéo. Alors, pour commencer, on va prendre le projet de gauche, qui était le tout premier qu'on avait testé, celui-ci c'était le deuxième, et donc c'est le jeu Ring Shot qu'on voit à gauche. On voit des anneaux, on voit des pylônes, on voit un petit cube orange ou blanc qui saute. Et donc l'idée, c'est simplement de faire des swipes pour faire une sorte de slingshot comme on peut avoir dans Angry Bird et lancer notre petit personnage, à savoir le cube, à travers les anneaux ou de pylône en pylône. Alors, on a travaillé sur différents aspects de scoring pour maximiser les possibilités pour le joueur de faire du score, mais je pense qu'on a perdu un peu de clarté là-dedans. Donc tu vas me dire ce que tu en penses en commentaire si tu veux bien. L'idée, c'est de ne pas faire tomber notre player. Notre player peut tomber entre les pylônes et tomber trop bas, et c'est la fin de la partie. Et on peut pas non plus revenir trop longtemps en arrière. On peut revenir juste sur l'ancien pylône pour se repositionner et repartir, mais on ne peut pas faire le jeu à l'envers. Donc c'est un peu comme un runner, une fois qu'on a avancé, on peut plus vraiment revenir en arrière, même si on a une légère tolérance sur quelques unités de déplacement. En général, juste le pylône précédent. On a le droit de faire, de lancer notre cube là, d'avoir notre indicateur de lancer, uniquement si le cube est orange, à savoir si il a touché un anneau ou le sol. Donc une fois qu'il est en l'air, on ne peut plus le contrôler, on a le droit qu'à une fois et il faut que le player puisse toucher soit le sol, soit un anneau pour redevenir orange et donc indiquer au joueur qu'il peut le lancer. Pourquoi on a fait ça? On a voulu amener un peu de challenge et inciter le joueur à essayer de toucher les anneaux ou à survoler sans jamais toucher le sol. On voit que quand on touche le sol, ça bloque le score, ça valide le score qu'on peut avoir sur ce lancer. En gros, on considère qu'un lancer, c'est entre deux moments où on touche le sol, et le sol, c'est uniquement les pylônes. Les anneaux, c'est des bonus, donc tant que si on touche des bonus et qu'on saute de bonus en bonus, pour le moment, on ne valide pas le score et on continue à faire du combo, parce que plus on enchaîne des pylônes sans toucher le sol, bah, plus on fait le score, parce qu'on a une loi au carré ou une loi exponentielle. Ça va dépendre des fois où on a fait un A/B testing. En tout cas, on a voulu donner cette sensation de progression pour les joueurs qui prenaient davantage de risques en prenant de la vitesse et en sautant d'anneau en anneau, plutôt que d'aller sur les pylônes en faisant un pylône par un pylône. En fait, on a deux manières de jouer. Cette manière-là et une manière où on fait un pylône, un pylône, un pylône, en essayant de passer à chaque fois dans l'anneau. La deuxième solution est moins dangereuse, moins challengeante, dans le sens où on sait à peu près où on va tomber, mais elle fait moins de score aussi. Mais voilà, on est un peu moins stressant sur cette mécanique de jeu. Donc en fait, on a une mécanique qui peut plaire aux joueurs un peu plus challengeants, comme aux joueurs un peu plus souples qui veulent être tranquilles. Mais maintenant, on n'est pas sur le niveau de qualité des jeux qu'on peut faire aujourd'hui, ou le niveau de profondeur de gameplay. C'est peut-être la seule profondeur de gameplay qu'on a fait dans ce jeu-là. Et sinon, en termes de feedback, on a juste fait les systèmes de couleurs pour le player, pour indiquer au joueur qu'il peut le lancer ou pas le player. Et on a rajouté quelques petits VFX ou effets de perfect quand on passe dans les anneaux et qu'on en enchaîne quelques-uns. Malheureusement, comme tu peux voir, vu que notre player est plutôt à un tiers de la largeur de l'écran, au final, quand on va très vite, on s'aperçoit qu'on voit pas trop nos effets. Donc on aurait pu anticiper ça et les faire spawner ou les faire glisser avec le player pour que ce soit un peu plus gratifiant. Aujourd'hui, je trouve que la gratification est finalement un peu faible. Mais ce que je voulais te montrer, c'est surtout qu'on a fait un jeu très simple à l'époque, des formes basiques, très abstraites, quelques choix de couleurs très simples aussi, un peu de contraste, un dégradé dans le background, un élément de scoring, quelques feedbacks de text increment et autres, et VFX pour le polishing et pour les feedbacks gameplay, et on est resté autour de ça de manière très simple. Et c'était pour te montrer qu'on n'est pas obligé d'aller chercher beaucoup plus compliqué pour faire un jeu et commencer à le tester. Donc c'est pour ça que je voulais te montrer ce qu'on avait fait sur deux premiers projets. On était resté vraiment sur des protos très simples. Voilà un petit peu donc ce que je voulais te partager sur Ring Shot. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce jeu là. Pour rappel, on l'a testé il y a plus de 2 ans.
Donc c'était à une époque aussi où le marché des jeux hyper casual était sur des jeux très abstraits et très simplistes en termes de gameplay. Une mécanique de jeu unique et pas forcément beaucoup de profondeur autour de celle-ci. Donc faut se remettre dans le contexte un petit peu, le marché a bien évolué et gagné en maturité depuis quand même. Et donc je te partagerai dans la seconde partie de la vidéo les résultats des tests de ce jeu, à remettre dans le contexte évidemment de 2018 et pas de 2020. Et on va passer au deuxième. Le deuxième c'est le jeu de droite, le jeu Jump Spinner. Comme tu peux voir, on est un peu dans les mêmes teintes de couleurs, mine de rien. On les a fait à peu près sur la même semaine ou à une semaine d'intervalle. Et ce jeu-là, bah voilà, on reprend la même police, on a les mêmes scoring, on a à peu près les mêmes feedbacks visuels qui sont adaptés pour ce jeu-là avec des bulles et autres, mais on est parti sur les mêmes logiques. Globalement, ça peut être une structure similaire, c'est juste le gameplay qui change. Et donc, en termes de gameplay, pour Jump Spinner, c'était un jeu plutôt basé sur de la rotation, et on voit que notre player a potentiellement 3 jambes qui peuvent grandir et une jambe qui est active à la fois. Et donc l'idée, c'est que le joueur ne peut contrôler uniquement, il peut contrôler la croissance de la jambe. Donc là, quand la jambe est bleue, c'est moi qui hold pour faire grandir la jambe. Et donc l'idée, c'est au joueur d'anticiper quel va être le rayon de rotation idéal pour être capable de passer dans le bonus et faire des points. Sachant qu'il y a plusieurs zones dans le bonus, on voit qu'il y a une zone centrale qui est jaune, qui est une zone de perfect. Quand on passe par là, on peut faire des combos. Donc si on touche pas, on fait un +1. Si on touche pas du tout le bonus, on fait 0 points. Si on touche la partie bleue, on fait 1 point. Et si on touche la partie jaune, on commence à faire des combos. Là, on voit que je suis en perfect x6, +6, c'est-à-dire que j'en ai enchaîné 6 d'affilée. Et donc on a des petits VFX qui viennent donner des feedbacks de perfect avec le wow, le magic, le amazing et autres qui sont progressifs pour montrer le niveau de combo. C'est comme si on marquait combo x2, x3, x4, x5. C'est pour donner cette sensation de progression aux joueurs. Alors à partir du 5e ou 6e, je sais plus, on plafonne et on est au VFX Oh My God qui est le VFX le plus avancé. On voit que perfect c'est le +2. Après on a wow, après on a magic, après on a quoi? Je sais plus. Amazing peut-être? Amazing c'est ça? Et enfin, oh my god, voilà. Là, on a fait le tour de tous les VFX qui donnent cet aspect de progression aux joueurs. Et puis, on a le petit VFX du player, on a les petits effets d'ambiance qui s'adaptent en fonction du niveau de combo dans lequel on est. Tout ça, c'est pour vraiment faire comprendre aux joueurs où est-ce qu'il en est dans sa progression, est-ce qu'il est en train de bien performer ou pas. Donc c'est peut-être pas le feedback le plus clair. Aujourd'hui on ferait certainement ça différemment. On ferait très différemment aussi l'aspect scoring avec peut-être des animations d'UI, de feedback, de text increment qui remonteraient dans l'écran pour venir faire incrémenter ce score. Aujourd'hui voilà, on est vraiment sur un feedback très simpliste sur celui-ci, comme sur Ringshot d'ailleurs. Mais on a essayé par contre d'ajouter un peu plus d'effets d'ambiance sur Jump Spinner. Comme tu peux voir dans le fond, on a l'impression de voir des petites bulles qui montent comme si on était vraiment sous l'eau dans un aquarium. Et l'idée c'était de ramener cette sensation, cette mécanique un petit peu aquatique dans le feeling du jeu aussi en termes de physique. Alors c'est complètement simulé, il n'y a pas de courant, il n'y a pas tout ça, mais on peut imaginer qu'on est un petit peu dans l'eau en termes de sensation et qu'on est en train de s'accrocher sur du récif. Donc on aurait pu aussi faire une DA un peu moins abstraite et partager un peu plus avec le joueur l'aspect thématique aquatique. Maintenant, on a trouvé que c'était très intéressant à l'époque de rester sur de l'abstrait. C'était moins de travail pour nous aussi en termes de direction artistique ou de création artistique, et ça nous a bien plu de faire cet exercice. Comme tu peux voir, il y a des rotations parfois qui vont dans le sens anti-horaire et parfois dans le sens horaire. Ça va dépendre du côté qu'on a touché vis-à-vis de la dernière jambe qu'on a posée. Quand on est sur la partie du bas, on tourne dans le sens horaire, et quand on est sur la partie du haut, on tourne dans le sens anti-horaire, tout simplement pour parcourir la map toujours dans le même sens. En tout cas, voilà, c'était le choix qu'on avait fait à l'époque. Et puis, je pense que j'ai fait après le tour de toutes les mécaniques de jeu sur les deux concepts. Donc n'hésite pas à me dire quel est le concept que tu préfères, qu'est-ce que tu as apprécié particulièrement dans un concept ou dans l'autre. Est-ce que c'est plutôt les effets? Est-ce que c'est plutôt le gameplay de chacun des jeux? Ou l'idée d'un jeu en particulier? Voilà, n'hésite pas à partager avec moi tes ressentis, tes remarques ou même tes questions. Je me ferai un plaisir de te lire et te répondre. D'ailleurs, à propos, si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, pense à le faire en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je partage 3 vidéos par semaine en ce moment, à savoir un format dans lequel on analyse nos jeux testés décortiqués, c'est les vidéos qui sortent le vendredi soir. J'ai également un format hyper cosy qui sort le dimanche soir à 20h pour vous partager un bilan de la semaine et quelques anecdotes sur l'industrie hyper casu ou sur ce qu'on est en train de faire. Et il y a un format qui sort également le mercredi soir à 18h qui lui est notre format hyper casu café, un format dans lequel j'analyse le top 10 de la semaine et on partage un petit peu les dernières nouveautés des jeux hyper casu du moment qui sont bien classés. Voilà, à part fini là-dessus, je serais ravi de te voir sur la chaîne plus souvent. Voilà, en tout cas, merci à tous d'être de plus en plus nombreux. Merci à tous d'échanger avec moi dans les commentaires. C'est toujours un énorme plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Voilà ce qu'il en est donc du coup pour la présentation de Ringshot et de Jump Spinner qu'on a tous les deux créés en début 2018 et qu'on a pu tester sur le marché avec l'aide d'éditeurs également en début 2018. Du coup, on va passer à la partie 2 de notre format, à savoir quels ont été les résultats de ces deux jeux sur des tests d'acquisition, des tests CPI sur le marché US. Toutes les datas que je te partage dans ce format sont des datas issues du marché US. On a l'habitude de tester nos jeux sur le marché US depuis les débuts. Alors, on va passer à Ringshot.
Ringshot est un jeu qu'on a testé en premier par rapport à Jump Spinner et je vais te partager du coup dans cette deuxième partie les chiffres CPI, à savoir les coûts par installation, mais également la rétention au niveau de la D1 et de la D7. Donc après 24 heures, combien de joueurs sont encore actifs? Et après 7 jours, combien de joueurs sont encore actifs? Alors pour Ringshot, on a eu un CPI aux alentours des 50-60 centimes. Faut se remettre dans le cas de 2018, c'était pas forcément les meilleurs CPI à l'époque, ça l'est toujours pas aujourd'hui. On aurait pu faire un peu mieux. On avait prévu plein de directions artistiques différentes. Je vais essayer de te mettre quelques screenshots en plus, 2-3 images parce qu'on les avait pas fait en jeu, donc j'ai pas de vidéo à te montrer. Mais on avait prévu de faire des A/B testing. Bon, finalement, on a été directement parti sur Jump Spinner après. Mais alors, on a fait 50-60 centimes de CPI sur Ringshot et en termes de rétention on a réussi à maintenir un petit peu les joueurs tout de même parce qu'on a eu près de 35% rétention AD1 et à peu près 5-6% AD7 sur une version brute décoffrage comme ça. On n'a pas fait d'A/B testing, on n'a pas poussé plus loin, mais à l'époque c'était un chiffre qu'on avait jugé pas suffisamment bon pour aller plus loin malheureusement. Aujourd'hui ça serait des chiffres qui seraient peut-être pas si inintéressants que ça. Il mériterait peut-être un peu plus de travail pour comprendre un petit peu s'il pourrait performer mieux. Alors je serais très curieux de savoir d'ailleurs ce que ces jeux qui ont 2 ans pourraient donner sur le marché aujourd'hui. Je pense que le marché a quand même pas mal gagné en maturité et que les joueurs ont vu des mécaniques de jeu répétitives et cherchent à avoir un peu de nouveauté, de la profondeur en plus et quelque chose d'assez original et unique. Donc je suis pas convaincu que ces jeux-là marcheraient bien aujourd'hui, mais je serais très curieux d'en avoir la vérification et de relancer les tests. Donc peut-être que je ferai ça et que je te partagerai ça dans les prochaines semaines. Mais en tout cas à l'époque voilà, sur Ringshot, on a fait à peu près 50-60 centimes en CPI et on a fait 35 D1 et 5-6 D7. Donc voilà, je te laisse me dire qu'est-ce que tu en penses, si tu t'attendais à plus ou à moins. N'hésite pas à me partager tes ressentis là-dessus. Et du coup pour Jump Spinner, lui on a eu un CPI un peu plus élevé encore, donc malheureusement en 2018 c'était pas des très bons CPI. Et ça l'est toujours pas aujourd'hui d'ailleurs, parce que sur Jump Spinner, on est monté aux alentours des 70-80 centimes par installation. C'est quand même assez cher, et malheureusement, on n'a pas poussé le projet beaucoup plus loin, parce qu'on s'est dit qu'il fallait pivoter trop sérieusement pour avoir un vrai gain de coût d'acquisition. Et en termes de rétention, on a fait aussi un peu moins bien sur la D1 que Ringshot, parce qu'en D1, on était plutôt autour des alentours de 27, enfin, on était plutôt aux alentours des alentours. Ça va faire beaucoup ça. On était plutôt au niveau des 27-28% AD1. Par contre, on a eu plutôt une D7 intéressante par rapport à Ringshot parce qu'on a eu une D7 aux alentours des 8% quand Ringshot avait une rétention de D7 autour des 5-6%. Même en ayant une rétention D1 meilleure à 34-35. Là-dessus, encore une fois, on ne sait pas trop expliquer le pourquoi du comment on maintient moins bien les joueurs au début. Par contre, ceux qu'on arrive à maintenir, on arrive à les maintenir plus longtemps dans le temps. Donc, j'ai du mal à comprendre. Je ne sais pas si toi tu as des conclusions à pouvoir me partager là-dessus ou des idées. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais pour nous, ça a été un peu plus compliqué à observer à l'époque, sachant que c'était vraiment une phase où on avait décidé de se mettre à fond dans l'hypercasu. On sortait d'un projet de 4-5 mois à l'époque, un shooter assez intéressant. Un jour, je vous le présenterai aussi, même si c'est pas de l'hypercasu. Et donc, pour nous, c'était assez nouveau de porter des analyses là-dessus. Aujourd'hui, je pourrais tirer davantage de conclusions si on les testait aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose que je vais faire d'ailleurs. Mais voilà, n'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses. Pourquoi celui-ci aurait une meilleure rétention D7 en ayant une rétention D1 inférieure à Ringshot. Voilà un petit peu les réflexions ou les petites pistes d'amélioration ou de réflexion qu'on pourrait développer pour essayer de tirer de nouvelles conclusions. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses toi aussi de ton côté. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors j'ai pas beaucoup plus de vidéos, ce sont des vieux projets et ils sont fonctionnels, je pense qu'ils sont téléchargeables même peut-être en France ceux-là. À l'époque on les laissait aussi disponibles en France, les tests qu'on faisait aux US. Aujourd'hui c'est plus le cas, il faut à tout prix être aux US pour jouer à nos jeux quand on les teste. Et donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit saut sur iOS, ils sont pas disponibles sur Android si vous voulez essayer ces projets qui sont quand même assez simplistes. Voilà, mais je voulais vous les partager en tout cas tout simplement pour vous montrer qu'on peut faire simple dans l'hypercasu, on n'est pas obligé d'aller dans des choses hyper complexes. Alors aujourd'hui il y a un peu plus de maturité sur le marché, mais si tu débutes, n'aie pas peur de faire des projets très simplistes comme ça. C'est toujours intéressant dans l'apprentissage d'un processus de création de jeu, et puis ça te permettra d'aller rapidement observer des résultats de tests pour mieux comprendre si ton jeu a du potentiel. Donc moi je t'invite sérieusement à ne pas te mettre la pression sur des projets beaucoup trop complexes. Commence sur des mécaniques de jeu simples, tu arriveras vite à du résultat et ça te permettra d'être dans une bonne énergie, d'être dans un bon mood, dans une phase d'apprentissage intense et dans une phase où tu obtiens des résultats, parce que le fait d'avoir quelque chose de jouable, c'est gratifiant. Tu peux le montrer à tes amis, tu peux partager des idées, tu es content de montrer quelque chose qui fonctionne. Et ça c'est une des meilleures motivations et c'est un très bon moteur. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager aujourd'hui pour notre épisode 5 de notre format nos jeux testés décortiqués avec Ringshot et Jump Spinner. J'aimerais vraiment savoir quel jeu tu as préféré. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et n'hésite pas à me faire tes remarques sur le gameplay ou sur les tests ou sur ce que j'ai pu te partager dans cette vidéo. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre si tu as des questions, bien évidemment. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là, on a fait un joli tour de ces deux jeux. On se retrouve vendredi prochain pour l'épisode 6 de ce format et en attendant, on se retrouve dimanche et mercredi prochain pour les autres formats de la chaîne. C'était Charles Gauthier, fondateur de Heartbox Games, en direct des locaux à Cannes. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.
Ciao.